Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le Premier ministre hollandais Mark Rutte et son homologue vietnamien Nguyễn Tấn Dũng ont co-présidé une réunion sur le développement du delta du Mekong. L'Assemblée nationale a approuvé ce lundi la loi modifiée sur les douanes et l'immigration. Celle-ci permettra de faciliter l'entrée et la migration des visiteurs étrangers au Vietnam. Les cultivateurs du litchi de Thanh Hà cherchent à répondre aux normes de qualité et de sécurité alimentaire européennes et des marchés exigeants comme le Japon et la Corée du Sud. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a poursuivi aujourd'hui sa visite de travail au Vietnam. Cet après-midi, mardi 17 juin, il s'est rendu dans la ville portuaire de Hải Phòng pour assister à la cérémonie du lancement de la construction du centre de stockage de la société Stanwich Hải Phòng et visiter l'usine de construction navale d'Amen Songcom. Il s'agit d'un chantier naval de la jointe venture entre le groupe néerlandais Damen et la société Songcom de Hải Phòng. Aujourd'hui également, le Premier ministre hollandais Mark Rutte et le Premier ministre vietnamien Nguyễn Tấn Dũng ont co-présidé une réunion de haut niveau sur le développement intégré du delta du Mekong. Au centre des discussions, les mesures pour atténuer les impacts du changement climatique dans cette région. La réunion a porté sur les recommandations énoncées dans le plan du delta du Mekong, ayant pour thème vision et stratégie à long terme pour un delta sûr, prospère et durable. Le plan a vu le jour dans le cadre de l'arrangement de partenariats stratégiques concernant l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau qui a été signé entre le Vietnam et les Pays-Bas en 2010. S'exprimant lors de la réunion, Nguyễn Tấn Dũng a souligné les immenses défis environnementaux auxquels le delta du Mekong et le Vietnam doivent faire face dans ce contexte de changement climatique. Les scénarios sur le changement climatique montrent qu'à la fin du XXIe siècle, la température moyenne du Vietnam pourrait augmenter de 2 à 3 degrés. Cela signifie qu'environ 40% de la superficie du delta du Mekong, 11% de celle du delta du fleuve Rouge et 3% de la superficie de l'ensemble des provinces côtières du Vietnam sera submergée. Selon le Premier ministre néerlandais, dans le cadre de ce plan, le gouvernement néerlandais souhaite partager avec le Vietnam les expériences accumulées dans la réalisation de leur propre plan du delta néerlandais. Si au départ, les Hollandais pensaient réagir contre les conséquences immédiates, comme les inondations et les catastrophes naturelles, après, ils sont passés au transfert de technologies de l'utilisation de l'eau propre afin d'assurer une gestion de l'eau durable. Nos décisions d'aujourd'hui peuvent avoir un impact négatif sur notre capacité à faire face à ce qui se passera dans l'avenir. La concentration des ressources pour élaborer un plan à long terme pour le delta du Mekong a une grande importance. Nos deux pays peuvent échanger des idées et travailler ensemble pour créer des projets pour aujourd'hui et pour l'avenir. Les deux parties sont convenues que pour avoir des changements positifs, la seule élaboration de politiques ne suffit pas. Il est nécessaire de mobiliser les investissements dans les infrastructures, renforcer la formation et le partage des informations et des technologies entre les deux parties. Les Pays-Bas sont un leader mondial dans la technologie d'assainissement, le développement des énergies renouvelables et la fourniture des solutions pour l'environnement. À long terme, ces expériences pourraient être très bénéfiques à la coopération entre le Vietnam et le Pays-Bas, en particulier dans la lutte contre le changement climatique. Notons que le Mekong traverse 6 pays. Au Vietnam, le delta est la région la plus productive en matière d'agriculture et d'aquaculture. La région fournit du travail et contribue grandement à l'économie du pays. Pour que cette région puisse maintenir cette position, les mesures pour atténuer le changement climatique sont essentielles. À l'occasion de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a accordé à notre reporter une interview exclusive sur les coopérations bilatérales dans le commerce et l'investissement, ainsi que sur l'environnement des affaires au Vietnam. Écoutons-le.
Tout d'abord, merci de nous accorder cet entretien. Ces cycles de négociation de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne ont eu lieu. Et l'accord de libre-échange est susceptible d'être signé à la fin de cette année. Quel impact cet accord aura-t-il sur la coopération dans le commerce et l'investissement entre les deux parties? La signature de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne est prévue vers la fin de cette année. Il est susceptible d'être avantageux pour les deux parties, mais le Vietnam va bénéficier plus que l'Union européenne. Prenons comme exemple l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Les échanges commerciaux bilatéraux ont nettement augmenté après la signature, surtout pour les exportations du Canada vers les marchés européens. Les Pays-Bas sont globalement connus pour leurs produits agricoles. Que pensez-vous du secteur de l'agriculture du Vietnam? Qu'est-ce que le Vietnam peut apprendre de l'expérience des Pays-Bas? Avant ma visite, la ministre néerlandaise de l'Agriculture a effectué une visite au Vietnam. Elle a visité certaines fermes et établissements agricoles vietnamiens. Elle a été impressionnée par les normes appliquées dans la production agricole dans ce pays et a constaté que le Vietnam n'est pas si en retard par rapport à d'autres pays. Certaines sociétés vietnamiennes dans le secteur laitier connaissent de grands succès. Les sociétés néerlandaises ont beaucoup d'expérience à partager dans ce secteur. Malgré un départ très bas, les Pays-Bas sont aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Je crois que le Vietnam, avec ses avantages naturels, va connaître un essor dans les temps à venir. Nous pouvons aider le Vietnam dans le déploiement de nouvelles technologies. Qu'en est-il de la coopération dans la construction navale entre les deux pays? Les coopérations dans la construction navale entre le Vietnam et les Pays-Bas, en particulier celle de la société Danmen avec certains ateliers vietnamiens, sont des exemples de réussite de la relation de coopération entre les deux pays. Concernant la construction navale, les Pays-Bas ont coopéré avec le Vietnam depuis plusieurs générations et je crois que ce lien va être encore plus se développer dans l'avenir. En ce qui concerne les tensions actuelles en mer orientale, pensez-vous que ce différend avec la Chine affectera les flux d'investissement des Pays-Bas au Vietnam? Les sociétés néerlandaises ont de bons a priori sur l'environnement des affaires au Vietnam. En effet, l'environnement d'investissement au Vietnam a connu une meilleure croissance que d'autres pays dans la région. Il existe toujours des défis à surmonter lors de la mise en œuvre des projets d'investissement. Nous, les Néerlandais, admirons le taux de croissance vietnamien de 5 ou 6% par an. Chez nous, ce chiffre n'est que 2%. Je vous remercie pour cet entretien. L'Assemblée nationale vietnamienne a approuvé ce lundi, le 16 juin, la loi modifiée sur les douanes et l'immigration. La loi modifiée permettra de faciliter l'entrée et la migration des visiteurs étrangers au Vietnam. Plus de détails avec Phương Anh. Selon les statistiques, ces 10 dernières années, le nombre de visiteurs au Vietnam a augmenté de 20 à 30% par an pour un total de près de 30 millions de personnes. En plus de leur contribution au développement économique, l'arrivée des étrangers au Vietnam pose également des défis à la gestion des douanes et de l'immigration. Je crois que la loi modifiée sur les douanes et l'immigration sera en mesure de répondre à la demande actuelle de réglementation sur ce sujet. Avant l'approbation de cette loi, il continue d'exister encore de nombreuses réglementations contradictoires dans la gestion des visiteurs étrangers au Vietnam. De nombreux députés de l'Assemblée nationale sont convenus que la loi modifiée sur les douanes et l'immigration pour les visiteurs étrangers est en conformité avec le plan actuel du développement économique. L'approbation de cette loi devrait rendre plus facile la visite et le déplacement des étrangers au Vietnam. Par exemple, la nouvelle loi modifiée interdit les activités qui causent des difficultés au cours de la procédure douanière. La loi modifiée précise également que même les adresses de résidence temporaire des étrangers au Vietnam, telles que les adresses d'hôtels, seront communiquées à l'administration locale. Cette nouvelle loi facilitera le suivi et la gestion des activités des visiteurs étrangers au Vietnam. Et notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam.
délégation de l'armée populaire vietnamienne, conduite par son chef d'état-major, le général Do Ba Tị, vice-ministre de la Défense, effectue du 15 au 18 juin une visite de travail au Cambodge pour discuter des mesures propres à renforcer la coopération bilatérale. La délégation vietnamienne a eu lundi un entretien avec la délégation de l'armée royale du Cambodge. Lors de cet entretien, M. Do Ba Tị a affirmé que l'implantation de la plateforme de forage Hai Yang Shiyu 981 par la Chine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam violait gravement la souveraineté vietnamienne et menaçait la paix, la sécurité et la stabilité de la région. Il a souligné la nécessité de renforcer la solidarité entre les pays membres de l'ASEAN pour élaborer plus rapidement le code de conduite en mer orientale. Les deux parties ont également discuté des mesures pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans la formation et l'entraînement des cadres. Continuons les informations sur la situation dans la zone où la Chine installe illégalement sa plateforme de forage dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. Aujourd'hui, 17 juin, cette plateforme se trouve dans la même position qu'hier, en mer de l'Est. Selon les forces de contrôle maritime du Vietnam, la Chine maintient 109 navires, dont 6 de guerre, pour protéger cette plateforme. Les avions chinois survolent la zone de temps en temps. Pendant la journée, les navires des gardes-côtes et du contrôle de la pêche vietnamienne qui ont essayé d'approcher cette plateforme ont été empêchés par les navires chinois qui n'ont pas hésité à les heurter. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Hải Bình, l'implantation illégale par la Chine de la plateforme de forage Hai Yang Shiyu 981 dans les eaux vietnamiennes serait un des sujets de dialogue annuel Vietnam-Chine sur la coopération bilatérale. Ce dialogue aura lieu cette semaine à Hanoï avec la participation du conseiller d'État chinois Yang Jiechi. Ce dernier est attendu demain, mercredi 18 juin, à Hanoï. 40 jours ont passé depuis l'installation illégale par la Chine d'une plateforme pétrolière dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. Les journalistes étrangers ont rejoint les navires de la police maritime vietnamienne pour rapporter directement des informations précises depuis le lieu d'installation de la plateforme. Rencontrons tout de suite Bruno Philippe, journaliste du Monde, qui est tout récemment revenu de la zone près de l'archipel de Hoàng Sa Paracel. Bruno Philippe, correspondant en Asie du Sud-Est du journal Le Monde, a travaillé en Chine pendant 6 ans. Après le déploiement illégal par la Chine de la plateforme de forage Hai Yang Shiyu 981 dans les eaux du Vietnam, il a écrit un certain nombre d'analyses et d'articles sur les tensions en mer orientale. Il est de retour d'une mission à Hoàng Sa Paracel avec d'autres journalistes étrangers. Ce que nous avons vu à 2 reprises, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire que donc, le bateau des gardes-côtes vietnamiens va vers la plateforme de forage. Le bateau vietnamien se dirige en direction des gardes-côtes chinois. Le bateau vietnamien donc diffuse le message enregistré disant que nous sommes en territoire vietnamien et qu'il demande aux Chinois de partir. Donc ça se fait du côté vietnamien de manière assez tranquille, je dirais. Et dès que le bateau vietnamien des gardes-côtes se dirige vers le Chinois, les Chinois font preuve de beaucoup d'agressivité. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils nous suivent, ils nous pourchassent, ils nous prennent en fuite, de manière, je dois dire, assez menaçante. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bruno Philippe et les autres journalistes étrangers à bord des navires des gardes-côtes vietnamiens ont vu les navires chinois attaquant les navires des gardes-côtes et des bateaux de pêche vietnamiens avec des canons à eau. Les dégâts sur les navires vietnamiens sont visibles. Oui, effectivement, nous avons vu à 2 reprises des navires de guerre chinois. Le premier jour, le deuxième jour, c'était un dragueur de mines, je crois. Donc on les a vus clairement que c'était des bateaux de la marine chinoise et pas des bateaux des gardes-côtes. Et du côté vietnamien, il n'y a pas de marine utilisée. Donc clairement aussi, ça signifie que du côté chinois, il y a une volonté apparente de faire monter la tension d'un cran supplémentaire. Lors d'une conférence de presse, le représentant du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'avait pas envoyé de navires de guerre pour protéger la plateforme pétrolière. Du côté vietnamien, les gardes-côtes vietnamiens continuent d'inviter les médias chinois
à rejoindre les journalistes du monde entier lors des excursions dans cette zone maritime pour voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe réellement. Depuis plusieurs générations, des millions de pêcheurs vietnamiens consacrent leur vie à la pêche en haute mer. Les bateaux de pêche vietnamiens en haute mer font souvent face aux catastrophes naturelles comme les tempêtes maritimes et les typhons tropicaux et plus récemment à des actes d'agression par la Chine. Cependant, rien ne peut les forcer à abandonner leur zone de pêche traditionnelle près de l'archipel de Hoàng Sa et Trường Sa. Reportage réalisé dans la commune de Bình Minh, district de Thang Binh, province de Quảng Nam, la localité ayant recensé le plus de pêcheurs tués lors du passage du typhon Chanshu en 2006. À l'âge de 60 ans, ce pêcheur a consacré la plupart de son temps à des sorties de pêche au large. Lors du passage du typhon Chanshu en 2006, il a perdu ses 2 fils. Et pourtant, cette perte immense n'a pas pu vaincre ce courageux pêcheur. Il continue de se consacrer au métier de la pêche maritime. Son plus grand souci est le manque de capitaux pour construire des bateaux de pêche de grande puissance afin d'atteindre les zones de pêche plus lointaines relevant de la souveraineté vietnamienne. En 2006, mes 2 fils n'ont pas survécu au typhon en mer. Ils ne sont jamais revenus. Mais j'ai encore un autre fils. Je souhaite qu'il suive le métier de pêcheur. C'est notre métier ancestral. Si le gouvernement m'accorde des prêts, je ferai construire un bateau plus grand pour effectuer des voyages de pêche plus longs en mer. Chen Kong Chi est lui aussi l'un des rares pêcheurs de la commune de Bình Minh à avoir survécu au typhon Chanshu. Il a dû surmonter tant de difficultés pour pouvoir poursuivre son métier. Selon lui, si les pêcheurs vietnamiens possèdent de grands bateaux avec des coques en fer, ils seront plus rassurés pour effectuer de longs voyages en haute mer. Rien ne pourrait nous obliger d'abandonner ce métier ancestral. Nous l'exerçons depuis plusieurs générations. Si nous ne partions en mer, nous ne saurions pas quoi faire. Notre plus grand souhait est d'avoir des bateaux plus grands pour augmenter le rendement de chaque sortie. Après les tempêtes maritimes en 2006 et puis en 2009, 37 bateaux ont été détruits et emportés. De nombreux pêcheurs de notre commune ont tout perdu. Cependant, nous nous sommes entraînés pour surmonter les difficultés. Nous n'abandonnerons jamais nos pêcheries traditionnelles près des archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa. 70% de la population de la commune de Bình Minh, soit près de 3000 personnes, exercent le métier de pêcheur au large. Avec leur esprit vaillant, leur optimisme et leur expérience transmise de génération en génération, les pêcheurs vietnamiens sont toujours confiants de poursuivre leur voyage en haute mer. Ils savent que la terre ferme est toujours à leur côté. Le litchi de Thanh Hà de la province septentrionale de Hải Dương gagne en popularité à l'échelle internationale. Cependant, la majorité de celui-ci est seulement consommé localement ou exporté vers la Chine. Le litchi de Thanh Hà ne peut toujours pas répondre aux normes de qualité et de sécurité alimentaire de l'Europe et des marchés exigeants tels que le Japon et la Corée du Sud. Ainsi, l'amélioration de la qualité du litchi de Thanh Hà demeure la plus grande préoccupation chez les agriculteurs. En 2014, grâce à des instructions professionnelles, les agriculteurs du district de Thanh Hà ont pu récolter du litchi de meilleure qualité. Cependant, l'utilisation de pesticides et d'engrais reste toujours parmi leurs principaux problèmes. Nous espérons que les autorités nous aideront à résoudre les problèmes de distribution et d'assistance technique. Les normes VietGAP ont été largement appliquées, mais l'utilisation de pesticides et d'engrais doit également être prise en compte. Nous avons besoin d'instructions de la part d'experts afin que nos produits puissent être améliorés. Seulement la moitié des 400 ménages dans la commune de Thanh Sa respectent les normes VietGAP. Pour cela, les agriculteurs doivent mettre en place une procédure systématique pour l'utilisation d'engrais, la lutte antiparasitaire et la récolte.
Grâce aux normes VietGap, les agriculteurs pourraient améliorer leur productivité. En outre, les prix sont également en hausse de 15 à 20%. Nous prévoyons de lancer un site web pour promouvoir le litchi de Thanh Hoa et créer un lieu d'échange pour les agriculteurs et les commerçants. Les litchis cultivés selon les normes VietGap peuvent répondre aux normes de qualité et de sécurité alimentaire plus strictes et peuvent donc pénétrer les marchés exigeants. De plus, le prix des litchis aux normes VietGap est de 10 à 20% de plus que les autres. La vieille ville de Hoi An de la province de Quảng Nam au centre a été élue la ville la plus attrayante et la plus pittoresque du monde par de nombreuses revues étrangères. Émerveillé par la beauté de cette ville, un photographe français a décidé de s'y installer depuis 6 ans. Étienne Bosso se passionne de photographier tout ce qui appartient à Hoi An. Il a aussi ouvert un circuit touristique peu ordinaire, amenant les voyageurs étrangers à la découverte des villages ruraux aux alentours de Hoi An. C'est ainsi qu'il leur fait découvrir les paysages, la culture et les gens hospitaliers de cette terre. Faisons tout de suite sa connaissance dans le reportage qui suit. Le soleil se réveille à peine dans le village de pêche Duy Hai, en banlieue de Hoi An. C'est un endroit magnifique pour prendre des photos. Aujourd'hui, Étienne Bosso y amène 3 voyageurs étrangers. Tous partagent la passion pour l'art de la photographie. Le groupe souhaite photographier les bateaux de pêche et les pêcheurs qui reviennent de leur voyage en mer à l'aube. Comme d'habitude, Étienne Bosso commence par indiquer à ses clients les techniques de base afin de donner une âme aux photos. Les bateaux de pêche reviendront à la terre ferme par cette embouchure-là où le fleuve se verse dans la mer. Le quai sera très encombré lorsque les bateaux de pêche arriveront. Nous aurons 5 minutes pour prendre des photos. Comment faire pour avoir des photos vraiment vivantes? Quelle est la clé de la réussite? C'est qu'il faut être en contact et parler avec les gens qu'on veut photographier. C'est un endroit idéal pour prendre des photos. Il y a des paysages et des gens. J'aime les photos ayant la présence de l'homme. Cela donne âme et vivacité aux photos. Les habitants locaux sont très hospitaliers. Quittant le quai de pêche, le circuit se poursuit dans le village. À l'aide d'Étienne Bosso, les touristes et les étrangers communiquent facilement avec les habitants. Ils découvrent avec curiosité la fabrication de la sauce de poisson, le tissage de bambou et la vie quotidienne des villageois. Voyager avec une caméra est vraiment très intéressant. C'est magnifique d'explorer la vie des populations locales. J'ai aussi la chance d'en apprendre davantage sur l'appareil photo et comment prendre de bonnes photos. C'est génial d'être en mesure de devenir proche des gens et de découvrir leur vie comme ça. Les gens sont à l'aise avec notre présence, même quand nous sommes allés autour d'eux pour prendre des photos. C'est une expérience inédite. Il me semble qu'Étienne est devenu une partie de cette communauté. Avant de venir ici, j'avais la crainte que les étrangers curieux comme moi ne soient pas les bienvenus, mais en réalité, tout le monde est très hospitalier. Durant ces 4 dernières années, Étienne Bosso est venu si souvent dans ce village qu'il connaît le nom et la situation de vie de presque tous les habitants locaux. C'est l'homme que j'appelle souvent The Bamboo Man. Il fabrique tous les objets en bambou. Il travaille péniblement mais gagne très peu. Il n'a même pas d'argent pour acheter des médicaments quand il tombe malade. Je m'efforce à ma manière de lui venir en aide en achetant ces modèles de bateaux en bambou. Je les expose dans ma galerie à Hoi An. Il n'est pas faux de dire que la beauté unique de Hoi An a fait changer la vie d'Étienne Bosso.
Il y a 6 ans, il est arrivé à Hoi An en tant que directeur des ventes d'une agence d'alcool. C'est dans cette ville si jolie qu'Etienne s'est découvert la passion pour la photographie. À la fin de son mandat, il a décidé de rester. Etienne a ouvert une galerie de photos en faisant du tourisme à sa façon. Le jeune photographe a eu l'initiative d'organiser des circuits tourisme photographie en 2010. Il amène ses clients dans les endroits peu connus des touristes et les aide à prendre des photos uniques sur la vie et les paysages de Hoi An. Avant de venir à Hoi An, je ne pensais pas qu'un jour je deviendrais photographe. Je suis venu travailler à Hoi An et au bout de quelques mois, j'ai été complètement émerveillé par les paysages et les gens locaux. Les gens de Hoi An sont très particuliers, ils sont souriants tout le temps. Je me demande pourquoi ils se montrent toujours sereins et souriants comme ça. Et la réponse est très simple, parce qu'ils se sentent heureux. Etienne Bosso a une autre raison spéciale qui explique son attachement à Hoi An. C'est là qu'il a trouvé la femme de sa vie. Le couple a eu 2 garçons. Sa femme l'a beaucoup encouragé à se lancer dans la photographie et à monter son projet. Etienne aime Hoi An autant que nous. Les beaux paysages du Vietnam, en particulier de Hoi An, l'inspirent beaucoup. Tout est venu très naturellement, l'amour entre nous deux et le succès de son travail. I started in Vietnam, so now I expanded to the whole Southeast Asia because Mon cœur appartient à Hoi An et au Vietnam. Nous continuerons de nous attacher à cette ville jusqu'à ce que tous les membres de la famille soient prêts à de nouvelles aventures. Où que je sois, je serai toujours reconnaissant envers le Vietnam, pays qui a ouvert ses bras pour m'accueillir, pays que je considère comme ma deuxième terre natale. D'un directeur commercial à l'un des photographes les plus connus de Hoi An, Etienne Bosso a vécu les plus belles années de sa vie. Il souhaite rester en Asie du Sud-Est encore au moins 20 ans. Etienne partage souvent ses photos sur Internet et via Facebook, dans l'espoir qu'elles éveilleront la passion de la photographie et l'amour pour le Vietnam chez ses amis internationaux. Et en fin du journal, découvrons les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention et à très bientôt.